on est dans un cycle sur la fin du monde ou la fin d'un monde. Moi, je ne vais pas vraiment parler de ça. Je pense que la collapsologie, il faut la confronter à l'explication de comment on en est arrivé là et quel est l'état des lieux de la planète. Donc moi, je ne vais pas parler de solution, aucune, mais je vais me focaliser sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est, quels sont de quoi on est sûr, de quoi on est moins sûr, quelles sont les formes d'énergie à notre disposition, pourquoi c'est important, quelles sont leurs caractéristiques, etc. Mais je parlerai très peu des pistes de solutions, ça si vous voulez on le regardera pour la discussion, mais on a en général tendance, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a un problème, de se dire mais alors qu'est-ce qu'on peut faire, et personnellement, collectivement, etc. Et je pense qu'il faut prendre le temps de poser les questions avant d'avoir les réponses et de bien identifier quelles sont les questions. Et puis après, on voit s'il y a des pistes possibles, comment on peut les construire. Mais c'est à travers l'examen détaillé de l'état des lieux que on peut... Enfin, c'est une des façons de répondre à la collapsologie, parce que la collapsologie, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle elle fait disparaître toute échelle de temps, si vous voulez. Il n'y a plus que le mur dans lequel on va se frapper, et devant cette perspective d'un effondrement général et de toutes les instances dans lesquelles nous vivons, il n'y a plus d'échelle de temps. Et s'il n'y a plus d'échelle de temps, il n'y a plus que cette perspective d'effondrement global. Et s'il n'y a plus d'échelle de temps, alors il n'y a plus de possibilité d'agir, il n'y a plus d'action, il n'y a plus... il n'y a plus il y a plus que des perspectives de retrait, de repli sur des petites communautés survivalistes, et on va essayer de survivre dans un environnement hostile et tout, etc. Mais il n'y a plus d'action politique, il n'y a plus d'action collective, etc. Et ça, je crois que c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Et si on regarde véritablement les choses dans le détail, droit dans les yeux, avant d'avoir les réponses, mais de regarder vraiment où on en est, comment c'est arrivé, etc., alors vous allez voir qu'on rétablit des échelles de temps, et en rétablissant des échelles de temps, d'une part, on récupère un grand plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de comprendre les choses, et d'autre part, on ne comprend pas tout, hein, il y a des interrogations qui restent, mais ça aussi c'est un plaisir de garder des questions pour le futur. Et puis, en rétablissant ces échelles de temps, on a des échelles pour agir, quoi. On voit sur quoi on peut faire quelque chose, qu'est-ce qui est déjà joué, hein, des choses qui sont déjà jouées et donc qui auront des conséquences et il faudra bien s'adapter à ces conséquences. Et puis qu'est-ce qui n'est pas encore joué et à quelle échelle de temps ces choses-là se présentent. Donc voilà, donc je vais être surtout sur l'état des lieux de la planète, bien que le titre soit l'avenir de la planète. Alors, là, donc il y a un aspect population, par lequel j'ai commencé. Ensuite, ça, c'est l'aspect climat. Et puis ça, c'est deux symboles des questions énergétiques. Ça, vous avez reconnu ce que c'est. Ça, vous voyez ce que c'est? Vous imaginez ce que c'est? Comment? Une centrale atomique. Oui, c'est un réacteur. Enfin, c'est deux réacteurs. Mais c'est lesquels? C'est les deux EPR qui fonctionnent en Chine. Depuis un an. Comment? À droite, c'est une éolienne, c'est des éoliennes, vous avez reconnu. Voilà, c'est un champ d'éoliennes offshore. Alors, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc en général je dépasse mon temps, je vais essayer de ne pas le faire, mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors, le plan, d'abord, population, combien serons-nous en 2050 ? 2, quel temps ferons-nous ? Puisque justement, nous contribuons à faire le climat. C'est ça le nouveau dans l'ère dans laquelle nous vivons. Et puis, ensuite, on passera un certain temps à regarder les formes d'énergie, énergie et puissance, l'IROI, les stocks, les énergies de stock, de flux, les sources concentrées, diluées, pilotables, intermittentes, le stockage de l'énergie.
et puis un peu de perspective mondiale. Et puis là, on pourra discuter, donc ça j'en parlerai pas, ça sera pour la discussion. La France, est-ce que c'est vraiment du tout nucléaire? Est-ce qu'on peut comparer la situation allemande, enfin les choix qui sont faits en Allemagne avec les choix qui sont français, le bilan de la stratégie nationale bas carbone, le rapport de la Cour des comptes sur les politiques publiques climatiques, etc., etc. Enfin, on discutera de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, la population mondiale. Alors, on peut regarder un peu le temps long, c'est-à-dire remonter à quelques dizaines de milliers d'années, et puis voilà ce qu'on obtient comme courbe. C'est une courbe reconstruite. Alors, il y a des choses qui ne sont pas très précises. Hein. Ça veut pas dire que vraiment ça s'est passé comme ça. Alors oui, qu'est-ce que ça représente ici? Vous avez la population mondiale en millions d'habitants sur une échelle logarithmique, donc c'est 1, 10, 100 et 1 milliard ici. Et puis, vous avez le temps en abscisse, et voilà, pour que ce soit plus lisible, mais je suppose que c'est pas vraiment lisible. Mais ici, on remonte à moins 60 000 ans, moins 50 000, moins 40 000, moins 30 000, tata, 0, et puis dans 5 000 ans. Ah oui, c'est mieux. Ah, formidable, oui. Ah ouais, oui, c'est mieux. Alors, vous voyez que il y a des... Et puis là, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, et puis 10 milliards. Et on en est maintenant à 7,7 milliards d'individus. Et alors, vous voyez qu'il y a des fluctuations, et puis il y a des choses un peu rapides qui se passent de temps en temps. Et les choses rapides, il y a eu 3 époques. Il y a eu cette époque... Alors, donc là, il y a 60 000 ans. Alors, il y a 70 000 ans, l'espèce humaine a failli disparaître. Enfin, il y a des études qui montrent ça, et qu'on est tous issus d'un petit groupe de quelques dizaines de milliers d'individus qui ont donné naissance finalement à l'ensemble de l'espèce humaine. Mais donc on a survécu. Alors il y a des fluctuations qui sont en général des fluctuations d'ordre climatique, parce qu'il y avait peu de façons de se défendre quand il y avait une période froide, une période chaude, etc. Donc il y a des fluctuations de cet ordre, mais vous voyez qu'on est en dessous du million, et puis là on passe le million vers moins 40 000 ans, et puis il y a une montée brute ici, et cette montée-là, elle est associée à des progrès dans la fabrication des outils et des armes. Et ça permet de se nourrir mieux, même si ce sont essentiellement des chasseurs-cueilleurs, mais en tout cas ça permet de mieux chasser, donc se nourrir mieux, et donc la population augmente en conséquence, puisqu'on peut nourrir une plus grande population. Donc on atteint les 100 millions à peu près vers l'an 0, et puis ensuite, là, alors on n'est pas encore à l'an 0, disons, entre moins 7000, moins 8000, il y a la révolution néolithique, donc l'apparition de l'agriculture, et ça permet de stocker de la nourriture, et donc de s'affranchir des aléas climatiques, et donc il y a une brusque augmentation de la population. On franchit les 100 millions vers l'an 0 à peu près, et puis ensuite, vous avez là le résultat de la révolution industrielle, donc les lumières, les avancées scientifiques et la mobilisation de grandes quantités d'énergie, et ça on en discutera tout à l'heure. Mais en gros, vous avez, vous voyez, trois périodes qui sont à chaque fois associées à la possibilité d'utiliser des plus grandes quantités d'énergie, que ce soit à travers l'agriculture, les outils, ou bien les connaissances scientifiques de façon générale, quoi. Alors, la question c'est où on va. Alors, maintenant, les projections, où est-ce qu'on va? Donc si on fait un zoom, si vous voulez, on regarde sur une échelle de temps plus réduite, donc à partir de la moitié du XVIIe siècle, hein, si vous voulez, eh bien, cette étoile, pas lieu d'être ici. Bon. Et donc, il y a une montée qui est presque exponentielle, quoi, au XXe siècle. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que ça se stabilise, ou est-ce qu'on passe par un maximum et puis ensuite ça va se mettre à décroître? Bon, vous savez sans doute que les démographes de l'ONU, ou bien en France, les démographes de l'Institut national d'études démographiques, INED,
si vous avez une question quelconque à propos de la population française, mondiale, etc., allez sur le site de l'INED, INED, c'est extraordinaire. C'est un site superbement organisé et mis à jour, et c'est vraiment très très bien. Alors, donc voilà, c'est ça. Alors, on ne sait pas exactement. Probablement, on va stabiliser un peu vers, je sais pas, 9-10 milliards d'individus vers le milieu du siècle. Il est possible que ça décroisse, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas bien dans tout ça, parce que quand on fait des projections, quand les démographes font des projections, ils prennent les tendances d'aujourd'hui, ils les prolongent. Donc ils regardent par exemple des indicateurs qui soient un peu robustes, comme les taux d'urbanisation. Maintenant, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les villes. Comment ça va se projeter? Et ça, ce sont des indicateurs robustes, parce que la construction d'une ville, quand en Chine on construit des villes de 5 ou 10 millions d'habitants, c'est quelque chose qui dure. Une ville, ça dure des siècles. Donc c'est vraiment des tendances qui sont dures. Et quand on regarde un peu comment les gens anticipent leur propre développement, du point de vue justement de la répartition des villes-campagnes, eh bien on a des tendances qui sont un peu robustes. Moyennant le fait qu'il n'y ait pas d'accident grave. Ce sont toujours des évolutions pacifiées, si vous voulez, du monde que font les démographes. Il y a quelques individus au monde qui réfléchissent à des évolutions non pacifiées du monde. Est-ce que vous voyez qui? Oui, les militaires, bien sûr. Ça fait partie de leur boulot de regarder où est-ce que c'est fragile, où est-ce que ça peut exploser, où est-ce qu'il peut y avoir des sources de conflits, etc. Et je vous rappelle qu'en 2007, le GIEC, le groupement international d'études du climat, a eu le prix Nobel de la paix. Il n'a pas eu un prix Nobel scientifique, il a eu un prix Nobel de la paix. Parce que prévenir sur justement le changement climatique, c'était alerter sur des causes possibles de conflits. Les premiers effets du réchauffement climatique, les effets importants sur le réchauffement climatique, c'est l'eau et l'agriculture. Et l'eau et l'agriculture, c'est directement les conditions de vie, quoi. Et donc, si vous regardez, par exemple, dans les conflits récents en Syrie ou dans le Moyen-Orient, etc., eh bien, on ne peut pas dire que ces conflits sont d'origine climatique, mais il y a une composante climatique dans le développement de ces conflits. Par exemple, entre 2007 et 2010, il y a eu des sécheresses assez importantes, 3 années de sécheresse assez importantes. Et en 2010, c'est l'année où il y a eu, en Russie, des incendies dans toute la partie agriculture, etc., des incendies massifs, un peu comme en Australie maintenant, qui ont même approché Moscou et qui ont fait monter le prix des céréales de façon violente. Donc 3 années de sécheresse au Moyen-Orient, plus ça a été un facteur accélérateur de la crise locale, quoi, avec un exode de la paysannerie vers les villes, etc. Et puis ensuite c'est venu se coupler avec des problèmes de géopolitique qu'on connaît, mais il y a une composante climatique dans ce conflit, c'est sûr, quoi. Donc ça, il y en aura d'autres. Donc quand on fait des projections de population comme ça, on néglige ça. On se dit, parce que c'est impossible à prévoir ce qui va se passer. S'il y a une crise alimentaire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si un État n'est pas capable d'assurer la nourriture de sa population, eh bien, voilà, tout s'effondre et les gens sont livrés à eux-mêmes. Et donc, il y a toutes sortes de conséquences possibles, mais toujours dramatiques. Alors donc, si on regarde les choses de façon pacifiée, c'est-à-dire des évolutions, vous voyez, on peut tracer une courbe continue sans une grosse catastrophe quelque part. Alors voilà. Alors où la population va augmenter, elle va augmenter en Asie et en Afrique. Si on prolonge les tendances actuelles. L'Afrique, normalement, doit doubler sa population à l'échelle 2050 et quadrupler à l'échelle 2100. Donc 4 milliards d'individus. Probablement, ça n'aura pas lieu parce que, du point de vue, parce que les problèmes d'eau et d'agriculture ne permettront pas ça. Mais si on prolonge les tendances maintenant, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire 4 milliards d'individus en Afrique, et puis comment ces gens-là se nourrissent, etc. Bien.
Alors, quelques caractéristiques de l'urbanisation. Alors, oui, il y a le nombre, il y a la population globale, générale, le nombre d'individus. Mais en fait, si on s'intéresse au problème du climat et donc de l'énergie, eh bien, il ne faut pas en rester là. Il faut regarder comment les différentes catégories de population consomment de l'énergie. Et évidemment, ça n'est pas la même chose dans une ville, dans une campagne ou en périurbain. Et donc, si on veut faire des projections à partir du développement de la population, des projections sur la consommation d'énergie, il faut aller regarder de façon plus précise comment cette population se répartit. Et de ce point de vue-là, considérer la Chine comme un pays homogène, par exemple, ça n'a pas de sens. La Chine n'est pas homogène du point de vue de la consommation d'énergie. Au centre de la Chine, vous avez des zones où la consommation d'énergie est semblable à celle qu'elle est en Afrique subsaharienne. Et puis vous avez près des côtes 300 millions d'individus peut-être qui ont des niveaux de vie qui sont semblables aux nôtres ou semblables au pays de l'OCDE. Donc si vous voulez faire des projections, il faut être un petit peu plus fin que faire une simple règle de 3 sur la population mondiale. Il faut regarder comment, justement, à l'aide des taux d'urbanisation qui impliquent du périurbain, etc., eh bien comment ces populations se répartissent. Et là, on peut alors avoir des projections de consommation d'énergie qui sont un peu plus fiables que simplement une règle de 3, quoi. Alors, bon, là, je vais passer. Bon, c'est pour détailler un peu les différences de consommation entre être en ville ou être à la campagne. Mais bon, c'est des choses qui sont bien connues. Quand vous êtes en ville, vous avez des services publics, vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, vous avez des tas de choses comme ça que vous n'avez pas dans un coin perdu d'Afrique subsaharienne. Et donc, ça implique des consommations d'énergie qui sont plus importantes. Donc, vous verrez, je laisserai le PowerPoint, donc il y a quelques éléments comme ça qui sont là, mais c'est pas la peine de détailler ça maintenant ici. Peut-être le dernier point, les prochaines années verront une augmentation du nombre de villes de plus d'1 million d'habitants et l'apparition de métavilles supérieures à 20 millions d'habitants, particulièrement en Asie. Elles feront le fruit d'un développement économique important, absorbant les zones rurales et les villes moins importantes. Bon. Alors, maintenant, si on veut juste une piste pour vous dire comment les gens réfléchissent à comment on passe de là à des consommations d'énergie, eh bien, on ne peut pas considérer les pays comme des entités homogènes, alors comment on fait ? Il faut distinguer des catégories de population. Par exemple, ceux qui vivent dans les villes, dans les pays de l'OCDE par exemple, ceux qui sont en périurbain et puis les ruraux. Donc ça fait 3, au minimum, disons, ça fait 3 catégories de population, P1, P2, P3. Et puis on assigne à chacune de ces catégories de population une consommation d'énergie en unité d'énergie par habitant et par an. L'unité d'énergie qui est utilisée dans ces grandes masses, c'est la tonne équivalent pétrole, la TEP. C'est la quantité d'énergie dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc c'est une unité qui est couramment utilisée pour ce genre d'approche. Et si les niveaux de consommation sont désignés par C1, C2, C3, c'est-à-dire C1 c'est ceux qui consomment beaucoup, C2 c'est ceux qui sont comme moins, P2 et 3, eh bien vous avez... en étudiant justement les taux d'urbanisation, en regardant comment ça va évoluer à l'échelle du siècle, etc., eh bien vous tombez sur des chiffres qui sont à peu près ceux-là, c'est-à-dire ceux qui vont consommer beaucoup, c'est à peu près 3,6 milliards d'habitants, les intermédiaires, donc les périurbains ou les zones rurales dans les pays riches consomment moins, il y aura à peu près 3 milliards d'individus, puis 2,7 pour ceux qui consomment peu. Donc voilà, et puis ensuite, il faut... donc ça donne une répartition dans les différentes catégories du monde. C'est beaucoup de travail, ça. Ça suppose de regarder vraiment toutes les statistiques de l'ONU, pays par pays, région par région, etc., puis de donner tout ça. Mais il faut faire ça si on veut avoir des projections un petit peu fiables pour réfléchir. C'est pas des prédictions, hein, c'est simplement des outils pour réfléchir à la question. Et... ah oui... Et puis après, il faut imaginer comment la consommation va évoluer dans chacune de ces régions. Donc ça, on y reviendra. Je pose juste ça pour vous donner la méthodologie. On y reviendra tout à fait à la fin, si on a un petit peu de temps, pour discuter des scénarios énergétiques que font les gens. Pour le moment, je pose juste la façon de réfléchir à la population. Alors,
Maintenant, le climat de la Terre, donc on passe au climat. Vous n'avez rien eu sur le climat directement. Vous n'avez pas eu de conférence sur le climat. Alors, je vais juste rappeler les grandes lignes, parce que on pourrait faire une conférence uniquement sur le climat, mais c'est simplement pour fixer les idées. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes quand on parle de climat. C'est d'abord de distinguer la météorologie et la climatologie. La météorologie, c'est quoi? Eh bien, c'est, compte tenu d'un état donné de l'atmosphère, de pouvoir dire ce que cet état va devenir dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours. Donc ça, c'est le bulletin météo de tous les jours. D'accord? Mais vous voyez, c'est un état de l'atmosphère, un état, celui d'aujourd'hui, qu'on fait évoluer dans le futur. Ça, on sait le faire sur 15 jours, et après, on perd la prédiction, parce qu'on n'arrive pas parce que les incertitudes se propagent au cours du temps, et elles se propagent assez rapidement, même très rapidement, ce qui fait qu'on perd la prédictibilité au bout de 15 jours. En termes techniques, on dit que l'atmosphère relève des systèmes régis par ce qu'on appelle le chaos déterministe. Le chaos déterministe, ce sont des systèmes pour lesquels on connaît les lois d'évolution, c'est-à-dire si vous donnez l'état initial, on connaît par la théorie la loi d'évolution, on sait comment cet état va évoluer dans le futur, mais il se trouve que si on commet une petite erreur sur l'état initial, eh bien cette erreur, elle reste pas petite au cours du temps, elle se développe exponentiellement. Il y a des systèmes qui sont comme ça et d'autres qui sont pas comme ça. Mais l'atmosphère, c'est un système qui est comme ça, il est régi par le chaos déterminé, c'est-à-dire des petites incertitudes se propagent très très rapidement. Et ces incertitudes, elles sont inévitables. Dans les meilleures simulations numériques en météo, on prend on est obligé de discrétiser, c'est-à-dire on résout ça sur ordinateur et on prend un point tous les 2 kilomètres en gros. Et puis après il y a l'altitude, c'est quelques centaines de mètres, etc. Et on met tout ça dans l'ordinateur et on fait évoluer. Donc ça va pour 15 jours. Mais si vous regardez le problème de la météo à l'échelle de la Terre entière, eh bien la Terre est quand même grande. Donc le mieux qu'on sache faire, c'est ce qu'on va faire, le mieux qu'on saura faire dans les semaines qui viennent, c'est de prendre un point tous les 50 kilomètres. Vous voyez ? Au départ, on prenait un point tous les 500 kilomètres, c'est-à-dire il y a 30 ans. Récemment, c'était un point tous les 80, 100 kilomètres, un point tous les 100 kilomètres. Vous voyez, quand vous essayez de caractériser le climat en prenant un point tous les 100 kilomètres, un point tous les 100 kilomètres, le Mont Blanc a disparu. Les montagnes deviennent des collines, etc. Parce que, voilà. Et donc ça induit des erreurs par construction, puisque vous prenez un point tous les temps, vous pouvez pas reproduire tous les points de la Terre. Donc vous prenez un point, et donc ça induit des incertitudes, des erreurs même, des erreurs dans l'état initial, et donc ces erreurs, comme elles se propagent très rapidement, vous perdez la prédiction. Donc vous perdez la prédiction pour la climatologie, c'est-à-dire cet état-là d'aujourd'hui, que vous connaissez bien, mais avec des incertitudes, eh bien vous le connaissez de moins en moins au fur et à mesure que vous propagez sur l'ordinateur le calcul de ce qu'il devient. En revanche, la climatologie, qui utilise les mêmes programmes d'ordinateur, elle ne pose pas la même question. Elle ne s'intéresse pas à une trajectoire particulière, elle s'intéresse à l'ensemble des trajectoires possibles aux différents points de la Terre. Et en changeant cette question, c'est-à-dire pas une trajectoire, mais l'ensemble des trajectoires, c'est-à-dire valeur moyenne et variabilité, eh bien, on peut retrouver de la prédictibilité alors qu'on l'avait perdu pour une trajectoire particulière. Je prends un exemple trivial. Maintenant, on est au cœur de l'hiver. Dans 6 mois, on sera au cœur de l'été. On sait, malgré les fluctuations d'un jour à l'autre, etc., on sait que il fera plus chaud dans 6 mois que maintenant. Voilà. Donc, vous voyez que je ne sais pas prédire dans 15 jours quel va être le temps qu'il va faire aujourd'hui, mais je sais que dans 6 mois, il fera plus chaud que maintenant. Et je sais même de combien de degrés, en moyenne, parce qu'on a les mesures passées, etc. Donc, vous voyez, il y a cette interrogation, c'est une vraie interrogation de se dire, mais
Attendez, qu'est-ce que cette histoire? Ces climatos, ils sont incapables de prévoir le temps à 15 jours et ils vont nous dire ce qui se passe dans 50 ans ou 100 ans. C'est une vraie interrogation. Mais la réponse à cette interrogation, elle est absolument limpide. Vous voyez, c'est qu'il s'agit de reconnaître des grandes tendances soumises à des fluctuations. Les fluctuations parce que il y a des volcans, il y a plein de choses qui se passent et qui font que il y a El Niño, la Niña, enfin il y a des phénomènes météorologiques qui sont difficilement prédictibles, mais c'est pas grave. À travers ces fluctuations du climat interannuel, les variations interannuelles, eh bien on sait reconnaître des grandes tendances. Par exemple, ce que je vous rappelais entre 6 mois, etc. Il se trouve que la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse. Et cette ellipse, elle tourne lentement. On appelle ça la précession des équinoxes. Et puis la Terre, elle a un axe de rotation. Et cet axe de rotation, il n'est pas exactement perpendiculaire à la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Elle est inclinée, c'est 27 degrés. Et donc la Terre est un peu comme une toupie qui fait comme ça. Quand vous lancez une toupie, elle tourne sur elle-même, mais vous avez déjà remarqué qu'elle peut faire un mouvement comme ça. Eh bien, si vous faites un mouvement comme ça sur la Terre, ça veut dire que chaque mètre carré de Terre, au cours du temps, ne reçoit pas la même quantité d'énergie du Soleil. Et donc ça, c'est une cause de variabilité du climat. Il y a aussi ce mouvement de rotation de toupie comme ça autour de l'axe de rotation. Il y a une autre variation aussi, c'est que en moyenne, il y a un certain angle qui vaut 27, mais cet angle-là, lui, il change aussi au cours du temps. Et donc, ça donne une troisième composante de variabilité de l'insolation d'un mètre carré de terre. Et donc, il y a des périodes qui sont associées à ça. Il y en a une de 20 000, de 40 000, de 100 000, de 140 000, etc. Et donc, c'est ça. Alors, on a compris dans les années 40 que c'était ces variations-là qui étaient responsables des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Il y a 20 000 ans, on est sorti de la dernière période glaciaire, mais il y a 20 000 ans, on ne pouvait pas discuter comme ça ici, on était sous 3 km de glace, qui couvrait tout le nord de l'Europe. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. On passait en Angleterre, qui n'existait pas encore, mais disons, on passait en Angleterre à pied sec, mais froid, parce que 120 mètres, si le niveau de la mer et 120 mètres plus bas, il n'y a pas d'eau là où il y a la Manche maintenant. C'est du solide. Et comme il fait froid, c'est de la glace. Donc vous avez 3 km de glace. Voyez. Donc ces choses-là, on les comprend. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous raconter. Alors les causes naturelles, alors il y en a d'autres. On va les lister jusqu'à aller à l'effet de serre. Il y a le Soleil lui-même, l'énergie qu'il produit et donc qu'il transmet dans l'espace n'a pas été toujours la même. À grande échelle de temps, l'irradiance du solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie, la puissance dégagée émise par la surface du Soleil, la puissance a augmenté de 30%. Vous voyez ? 30% de plus, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'entre l'été et l'hiver. Donc, c'était il y a 4,5 milliards d'années. Donc, voilà, c'est des échelles de temps qui sont longues. Ensuite, la tectonique des plaques. Vous savez que les plaques, les continents, se déplacent à la surface de la Terre. Eh bien, le climat n'est pas le même si toutes ces plaques sont réunies en un supercontinent, ou alors s'il est fragmenté, comme c'est plutôt maintenant, en différentes super-îles, mais dans lequel les mers jouent un rôle tampon plus important que si vous avez un seul supercontinent dans lequel vous avez un climat très continental, c'est-à-dire très chaud l'été, très froid l'hiver, etc. Et puis ensuite, ces continents, ils se déplacent à la surface de la Terre, et donc c'est des causes de changement du climat, évidemment. Donc, tectonique des plaques. Ensuite, variation de l'orbite terrestre. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous décrire, les périodes glaciaires et interglaciaires. Ensuite, vous avez le volcanisme, qui a un rôle sur le climat. Le premier qui a pensé à ça, c'est Benjamin Franklin. Il y a eu en 1783, le volcan, vous savez, qui a un nom imprononçable en Islande, là, il y a quelques années. Eh bien, il y a eu une éruption volcanique extrêmement importante. Et pendant quelques années qui ont suivi, ça a eu des répercussions
au sens d'avoir des hivers très rudes et des étés pas bien. Et donc ça a eu des effets sur l'agriculture, et certains disent que c'est une des, parmi d'autres, causes du mécontentement paysan qui s'est accumulé, etc., à cause de ça. Eh bien, pourquoi ça affecte le climat? Alors, c'est le nord de l'Europe, hein, c'est pas partout, mais quand même, c'est à l'échelle de l'Europe. Eh bien, parce que c'est des dizaines, des centaines de kilomètres cubes de poussière qui sont envoyés dans l'atmosphère et qui bloquent le rayonnement solaire, ou qui le réfléchissent en partie. Il y a des aérosols qui réfléchissent, d'autres qui bloquent, etc. Et puis, donc, ça fait moins de rayonnement solaire qui arrive à la surface, en dessous, et donc ça donne des hivers plus rudes et des étés plus frais. Alors ça dure 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et puis ensuite ça rentre dans l'ordre. Mais localement, ça peut avoir, ça fait partie de la variabilité climatique d'année après année, qui fait que ça se reproduit pas à l'identique, quoi. Bon, évidemment. Donc ça joue sur le jeu. Alors météorites et comètes, bah oui, de temps en temps, tous les 100 millions d'années, il y a un gros caillou qui arrive sur la surface de la Terre, et vous savez sans doute qu'il y a 65 millions d'années, il y a une comète de 10 km de diamètre à peu près, qui a heurté la Terre dans le golfe du Mexique, et qui a donné naissance à un cratère qui est maintenant sous l'eau, mais de 150 ou 200 km de diamètre. Et ça, c'est un événement à l'échelle de la planète. Quand vous avez un truc comme ça qui arrive à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, c'est le ciel des Gaulois qui s'effondre, parce que 10 km de diamètre, ça vous bouge tout l'horizon. Donc ça fait une collision gigantesque, un trou dans l'atmosphère, donc des vents gigantesques. Ensuite, ça heurte la Terre et ça projette 10 fois la masse de la comète elle-même dans l'atmosphère. Les vents répartissent ça sur toute la surface de la Terre, et donc c'est un événement planétaire. Et après, ça produit un peu ce que produit une éruption volcanique, sauf que c'est beaucoup plus important, parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est disponible. Et donc, pendant plusieurs mois, vous avez ces poussières, ces aérosols, etc., qui circulent à la surface de la Terre, et donc qui suppriment la photosynthèse, donc les plantes meurent, les animaux qui se nourrissent des plantes meurent, et les animaux qui se nourrissent des animaux qui se nourrissent des plantes meurent aussi. Et donc, vous avez plus de 50% des espèces qui ont disparu à cette époque-là. Il y a 65 millions d'années, et c'est un événement extrêmement brutal. Voilà. Et puis, alors, il y a les gaz à effet de serre. Alors, très rapidement dit, c'est un truc qui se joue à 3, c'est-à-dire il y a la Terre, il y a le Soleil et l'atmosphère. Et le Soleil a une surface qui est à 5700 degrés, donc elle rayonne dans la lumière, c'est de la lumière visible. Et il se trouve que l'atmosphère réfléchit une partie de ce rayonnement solaire, environ 30% du rayonnement solaire est réfléchi par les nuages, par les glaces et un peu par les terres. 30% est réfléchi, et puis le reste est absorbé par la terre, par le sol, parce que l'atmosphère est relativement transparente au rayonnement qui arrive du soleil. Donc la terre absorbe ça, et comme c'est du rayonnement solaire, elle se réchauffe, enfin, c'est-à-dire elle prend une température qui correspond à cette absorption, et comme elle absorbe, elle émet aussi, comme nous, hein, on se met au soleil, on se réchauffe, mais on rayonne aussi, hein, quand la température de cette salle va augmenter, parce qu'on est chacun, on rayonne, on produit une énergie, puisqu'on est à 37 degrés, on rayonne, et on rayonne une puissance de 120 watts. On est chacun une petite lampe qui rayonne, et c'est pour ça que la température de la pièce augmente. Donc elle rayonne, mais elle rayonne dans l'infrarouge, parce que ce rayonnement dépend directement de la température du corps qui émet. C'est du visible quand c'est à des milliers de degrés, comme le Soleil, mais la Terre n'est pas à des milliers de degrés, elle est à 15 degrés, et donc elle rayonne dans l'infrarouge, un rayonnement qu'on ne voit pas par l'œil, mais qu'on peut très bien détecter, mesurer, etc. Et il se trouve qu'il y a, à l'état de trace dans l'atmosphère, certaines molécules, pas l'oxygène, pas l'azote, qui constituent l'essentiel de l'atmosphère, mais des molécules un peu plus complexes, c'est-à-dire qui ont au moins 3 atomes, comme le CO2, C-O-O, c'est 3 atomes, ou bien H2O, HHO. Donc ça donne de meilleures façons d'absorber le rayonnement infrarouge,
et elles absorbent ce rayonnement infrarouge, et puis donc atteint une certaine température, et comme n'importe quelle substance, même si c'est gazeux, ça émet en fonction de la température de l'atmosphère. Et donc l'atmosphère émet dans toutes les directions, mais en particulier vers le bas aussi. Et donc vous voyez que la surface du sol reçoit à la fois le rayonnement solaire et le rayonnement émis par les basses couches de l'atmosphère. Donc elle reçoit plus que s'il n'y avait pas ce phénomène-là, et donc la température d'équilibre est plus élevée que si ce phénomène-là n'existait pas. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. S'il n'y avait pas ce phénomène, la température moyenne de la Terre serait négative, elle serait de l'ordre de moins 15, moins 18 degrés, et là, eh bien, la température qu'on connaît, elle est de 15 degrés. Moyenne, hein, sur toute la surface de la Terre, et puis sur la moyenne été-hiver, etc. Donc voilà, ça c'est le principe qui est bien compris, hein, il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est de la physique qui date de plus d'un siècle, etc. C'est vraiment le problème de l'équilibre radiatif d'une substance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qu'on apprend à l'école, enfin à l'école, à l'université. On peut calculer tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas de la physique à la limite de la science et de l'ignorance, etc., etc. C'est de la physique bien établie qu'on connaît bien. Hein. C'est vraiment. Alors, donc on va passer là-dessus parce que je viens de vous le raconter. Oui, peut-être pour juste fixer les idées. Vous voyez, on peut faire un modèle de vitre. C'est-à-dire, on va dire, voilà la Terre, 1 mètre carré de terre qui reçoit de l'énergie de la part du Soleil. Et puis, je vais modéliser cette couche de 20 km, l'atmosphère, par une vitre. Et alors, la température d'équilibre du sol est atteinte quand ce qui est émis sous forme infrarouge, en termes d'énergie, c'est la même chose que ce qui est absorbé en termes de lumière visible. Parce que si le sol reçoit plus que ce qu'il émet, il se réchauffe. S'il émet plus que ce qu'il reçoit, il se refroidit. Et s'il émet autant que ce qu'il reçoit, eh bien, on a une température d'équilibre. Donc ça, c'est l'équilibre. Maintenant, si on met une vitre au-dessus de la surface, alors, ce qui va se passer, c'est que... Alors, on va supposer que cette vitre est parfaite. C'est un modèle pour comprendre. C'est pas un modèle pour prédire, c'est un modèle pour comprendre le mécanisme. Donc, je vais supposer que la vitre est totalement transparente au rayonnement du soleil. Je vous ai dit qu'elle n'était pas totalement transparente, parce qu'il y a 30% qui est réfléchi, blablabla. On va supposer que c'est totalement transparent, et puis que c'est totalement opaque au rayonnement infrarouge. C'est pas totalement opaque, mais c'est pas mal opaque, puisque ce rayonnement infrarouge, il est absorbé par les molécules CO2, H2O, etc. Donc, si c'est absorbé, ça veut dire que ça passe pas. C'est absorbé. Et puis après, c'est la vitre qui réémet. D'accord ? Donc, vu de l'extérieur, quand je regarde, je suis à l'extérieur du système Terre-atmosphère, et que je regarde, qu'est-ce que je vois sortir ? Quelque chose, je vois rien qui sort de la surface de la Terre. Puisque tout ce qui sort sous forme de rayonnement infrarouge est absorbé par la vitre. Ce que je vois, c'est ce que la vitre émet. D'accord ? Donc, à l'équilibre, ce qui entre et ce qui sort, c'est la même chose. Autrement dit, il sort maintenant de la vitre ce qui sortait de la surface de la Terre avant. Mais cette vitre, elle émet pas seulement vers le haut, elle émet dans toutes les directions. Donc, elle émet vers le bas aussi. Et donc, vous voyez que la Terre, elle reçoit ça, plus ça. Donc, elle reçoit plus. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. Et donc, à l'équilibre, elle va émettre plus aussi. Parce que ce qu'elle reçoit comme énergie ici doit être compensé par ce qu'elle émet, à l'équilibre thermique. À l'équilibre. D'accord ? Et donc, si elle émet plus, comme cette émission de rayonnement dépend de la température de la substance, sa température est plus élevée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'effet de serre naturel. Alors, s'il y a 1 qui arrive, 1 watt par mètre carré, là, dans la première situation, il émet 1. Et puis dans la deuxième situation, on reçoit 1, on émet 1 à l'équilibre, la vitre émet 1 vers le haut, mais elle émet pareil vers le bas, et donc la Terre reçoit 2, donc elle émet 2. Voilà. Et donc elle est plus chaude. Et c'est ce qui fait passer de moins 18 degrés à plus 15. Ok. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment. Ça, c'était juste un petit modèle simple pour comprendre.
si vous regardez maintenant plus en détail ce qui se passe, alors vous avez 342 watts par mètre carré qui arrivent au-dessus de l'atmosphère, qui provient du Soleil. 30% se réfléchit par les nuages et par la surface. Donc les 70%, soit 68 watts par mètre carré sont absorbés par la surface. Elle ne fait pas qu'émettre de l'infrarouge, elle évapore aussi. Les 2/3 de la surface de l'océan, c'est de l'eau. Et l'eau, elle s'évapore. Donc ça prend de l'énergie. Il faut donner de l'énergie à l'eau, etc. Donc il y a une partie de l'énergie qui est absorbée qui passe là. Mais donc l'eau passe sur l'état vapeur, mais en montant en altitude, la température est plus basse, donc elle se refroidit, donc ça recondense, et l'énergie qui a été prise pour évaporer, elle est restituée à l'atmosphère au moment de la condensation, donc en fait ça, c'est une énergie qui reste dans le circuit. Ensuite, la surface, elle émet 350, l'atmosphère n'est pas complètement opaque, comme on avait dit avec la vitre, mais elle est transparente, il y a 40 qui s'échappent directement, on comprend pourquoi. Il y a 350, et puis ça c'est absorbé donc par les basses couches de l'atmosphère, et ça renvoie vers la Terre 324 watts par mètre carré. Vers le haut, alors là c'est différent de la vitre, parce que dans la vitre, vous vous souvenez, c'était 1 vers le haut, 1 vers le bas. Ici, il y a 165 vers le haut et 324 vers le bas. Comment ça se fait? Eh bien, parce que tout à l'heure, dans le petit modèle pour comprendre, j'ai pris une vitre qui était à une température constante, mais l'atmosphère, elle n'est pas à température constante. Quand on monte en altitude, la température diminue. Et ça, c'est les mouvements convectifs de l'atmosphère qui donnent ça. Et donc, quand on monte en atmosphère, quand on monte en altitude, pardon, ce rayonnement-là, lui, il est absorbé par les basses couches de l'atmosphère. Chaque couche émet vers le haut, vers le bas. Et tant qu'il y a des gaz à effet de serre, c'est toujours absorbé. Ça émet vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et puis, il y a un moment où on arrive à une altitude où il n'y a pas suffisamment de gaz à effet de serre, puisque la concentration diminue, l'atmosphère aussi devient plus ténue, et donc la concentration en gaz à effet de serre aussi. Et donc il y a un moment où il n'y a pas assez de gaz à effet de serre pour absorber le rayonnement infrarouge qui est émis par juste la couche d'en bas. Et donc ça s'échappe. Et là, ça peut s'échapper. Mais vous voyez que ça s'échappe d'une altitude qui est de l'ordre de plusieurs kilomètres, ça dépend de la longueur d'onde, etc. Tout ça, c'est bien compris. Mais à plusieurs kilomètres, il fait plus froid. Et comme il fait plus froid, ça rayonne moins. Puisque le rayonnement, l'intensité du rayonnement dépend de la température. Et donc, ici, ce qui est rayonné vers le bas, c'est 324. Ce qui est rayonné vers le haut des hautes couches de l'atmosphère, vers 5, 6, 7 kilomètres, eh bien, c'est moins. Voilà. Donc, on comprend ce truc-là. C'est plus compliqué que le modèle de la vitre, mais on comprend ce qui se passe. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand... Qu'est-ce qui va se passer quand on augmente la quantité de gaz à effet de serre? Parce qu'il faut regarder maintenant ce qui se passe. Nous, on rajoute des gaz à effet de serre. D'accord? On a augmenté de 40% la concentration en CO2, par 150% la concentration en méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on rajoute, on augmente la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère? Eh bien, l'altitude, alors c'est ça le point crucial, l'altitude à laquelle le rayonnement s'échappe vers l'infini va augmenter, puisque j'ai mis plus de gaz à effet de serre. Donc la zone où ça absorbe complètement augmente un peu, elle devient plus épaisse, et l'altitude à laquelle ça s'échappe augmente un peu. Mais, comme cette altitude augmente, l'altitude d'émission vers l'infini augmente, sa température, je suis à une altitude plus élevée où la température est un peu plus froide. Et donc, j'émets moins, puisque l'émission, l'intensité de l'émission dépend de la température. Comme je suis à une température un peu plus basse, j'émets moins vers l'infini. Donc il y a plus d'énergie qui entre que d'énergie qui sort, et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre anthropique, qui est dû au fait que nous augmentons la concentration en gaz à effet de serre. D'accord ? C'est un petit effet, mais il est cumulatif, parce que chaque année, on émet 2% de CO2 en plus. Voilà. Donc, c'est un petit effet cumulatif, et c'est pour ça que depuis la fin du 19e siècle, disons, la température moyenne de la Terre a augmenté en gros de 1 degré maintenant,
et qu'on est sur une trajectoire de 3 degrés, quoi. Et il faudrait espérer que ce ne soit pas plus que 3 degrés ou 4 ou 5, quoi. L'objectif, là, c'est pas... On dit toujours il faut limiter... L'accord de Paris, c'est d'essayer de limiter à 2 degrés ou même à 1,5 degré, etc., etc. C'est ce qui se dit, comme ça serait bien. Mais quand on regarde concrètement où on en est, ces objectifs-là ne sont plus tenables. On ne tiendra pas le 1,5 degré, on ne tiendra pas le 2 degrés, on est sur une trajectoire de 3 degrés, et il faut simplement, c'est pas la fin du monde, c'est simplement qu'il faut essayer que ça ne soit pas 4 ou 5. Entre la dernière période glaciaire et aujourd'hui, je vous ai dit 5 degrés. 3 km de glace ici, le niveau de la mer 120 mètres d'épaisseur en dessous, etc. Donc 5 degrés, c'est énorme à l'échelle de la planète. D'accord ? 5 degrés, c'est énorme. Si on fait fondre le Groenland, c'est des glaces continentales qui fondent, donc c'est de l'eau qu'on rajoute dans la mer, eh bien, ça produit, si on prend cette quantité de glace, qu'on en fait de l'eau et qu'on la répartit sur toute la surface de la Terre, c'est très facile à calculer, c'est à la portée d'un lycéen, c'est 7 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Vous voyez, prenez maintenant une carte des côtes, et puis vous regardez 7 mètres du niveau de la mer au-dessus, ce que ça donne. Si on fait fondre l'Antarctique, alors c'est pas demain, hein, c'est des siècles, etc., pour faire fondre un continent comme l'Antarctique, mais la quantité de glace, ça correspond à 54 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Paris est à 25 mètres. Moi, j'habite Montmartre, donc je suis peinard. Mais, si vous n'habitez pas Montmartre ou Ménilmontant, bon, enfin, on prendra des barques, hein. Bref, voilà. Donc c'est ça le mécanisme, vous voyez. Et ce mécanisme, il est bien compris, quoi. Voilà. Alors après, dernier point sur l'effet de serre d'origine anthropique, en fait, c'est la vapeur d'eau qui est le principal gaz à effet de serre. Il représente 60% de l'effet de serre. Le CO2, c'est 32%. L'ozone, les oxydes nitreux et puis le méthane, c'est 8%, etc. Alors pourquoi on parle sans arrêt du CO2 alors que c'est la vapeur d'eau qui est le principal gaz à effet de serre ? C'est une bonne question. Et la réponse est la suivante, c'est que de la vapeur d'eau, dans l'atmosphère, il y en a déjà beaucoup. Les océans évaporent 500 000 km3 de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors, après, ça reste pas, ça ne s'accumule pas dans l'atmosphère, parce que ça retombe, les pluies, machin, il y a un cycle de l'eau. Mais il y a une certaine quantité de vapeur d'eau déjà dans l'atmosphère. Et ce qu'on rajoute, nous, en utilisant les combustibles fossiles, ça augmente la concentration en vapeur d'eau, mais de façon epsilonesque. C'est très peu. Il y a déjà tellement de vapeur d'eau que ce qu'on rajoute, c'est pas beaucoup. Tandis que, alors on rajoute de la vapeur d'eau, parce que quand on prend un hydrocarbure, ça veut dire hydrogène, carbone, on brûle, le carbone devient du CO2, l'hydrogène devient de la vapeur d'eau, et donc c'est cette vapeur d'eau dont je parle, celle qu'on rajoute par la combustion des fossiles. Mais il y a déjà tellement de vapeur d'eau que ça c'est très peu, alors que je vous ai dit qu'on a augmenté de 40% la concentration en CO2 et de 150% la concentration en méthane. Donc là, c'est pas négligeable, sur la vapeur d'eau, c'est négligeable. Alors est-ce que ça veut dire que la vapeur d'eau ne joue pas de rôle ? Si, elle joue un rôle, même un rôle important, aussi important que les CO2, mais c'est un effet indirect. Et l'effet est le suivant, si vous augmentez, à cause du CO2, la température moyenne à la surface de la Terre, il y a plus d'évaporation. Donc le cycle de l'eau est changé, et si vous augmentez la température de 1 degré, la quantité de vapeur d'eau qu'on peut mettre en permanence et qui restera en permanence dans l'atmosphère augmente de 7%. 1 degré de température, 7% de vapeur d'eau en plus. Et ça, c'est un effet dit de rétroaction positive, c'est-à-dire c'est pas un effet direct, c'est un effet indirect. Le CO2 fait augmenter la température fait augmenter l'évaporation, et ça contribue à l'effet de serre. C'est comme ça que la vapeur d'eau intervient. Vous voyez ? Elle intervient de façon à peu près égale au CO2. Voilà. Alors, les dernières mesures de température moyenne à la surface de la Terre, donc ça c'est année après année, chaque point c'est non, c'est pas une année, chaque point c'est la moyenne sur une année, et ensuite en rouge vous avez la moyenne sur 132 mois,
et en bleu là, moyenne annuelle. Donc si vous regardez la courbe rouge, puis la courbe verte là qui est c'est le meilleur fit 1970-2019, et vous voyez que c'est 0,18 degrés par décennie, et voilà comment la température augmente. Quand il y a des maxima comme ça, très prononcés, ce sont des événements El Niño qui se passent dans le Pacifique et qui dégagent, c'est de la chaleur qui est dégagée par les océans et qui donne un maximum local dans la température moyenne. Ensuite, ça redescend, mais ça remonte, etc. Il y a eu une littérature, mais colossale, qui a été écrite jusqu'au dernier El Niño, parce que les gens disaient « Ah, regardez, ces climatologues sont pas sérieux, regardez, la température, elle bouge plus. » C'est fou. Enfin, les climato-sceptiques, ils se sont déchaînés sur le fait que, voilà, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais regardez, là, le minimum d'ici est à la hauteur du maximum de là. Donc c'était d'une mauvaise foi crasse, enfin, on peut argumenter très simplement pour montrer que... Mais voilà, et ensuite, quand vous regardez le prochain El Niño, il est 0,4 degrés au-dessus du précédent. Et vous avez une tendance qui est là. Donc, ils ont joué sur la variabilité naturelle du climat pour dire que le climat lui-même était stabilisé, qu'il y avait un changement, etc. C'était pas vrai du tout. Et on pouvait l'anticiper. Enfin, et les gens du GIEC l'ont évidemment anticipé. Alors, là, c'est le dernier rapport du GIEC. Il y a un prochain rapport qui va sortir d'ici un an ou deux. Le dernier rapport du GIEC a fait le point de la situation de la façon suivante. Vous voyez, il y a, on voit pas bien parce que les couleurs sont... mais il y a... Alors ici, vous avez les courbes d'émissions de CO2, et les unités ici, c'est le milliard de tonnes de carbone. C'est pas en CO2 que c'est compté, c'est en C. Bon. Donc, nous émettons, enfin, à l'époque de ce truc-là, c'est 2013, quelque chose comme ça, on avait été près de 10 milliards de tonnes de carbone sous forme CO2 chaque année. Et puis ça, c'est la courbe, etc., jusqu'au présent, c'est-à-dire le 2013. Et puis ensuite, le GIEC fait des projections. C'est-à-dire, il essaye d'imaginer le futur de ces projections, enfin le futur des émissions de CO2, et ce que ça va donner comme température moyenne de la surface de la Terre. Alors, il demande donc il y a une quarantaine de groupes au monde, des labos, qui ont des gros programmes et qui calculent le climat de la Terre, d'accord, et en fonction de la composition de l'atmosphère, bien sûr. Alors, il y avait une règle du jeu pour l'ensemble de ces groupes qui était de faire des trajectoires correspondant à un certain type de déséquilibre dans l'effet de serre, c'est-à-dire d'augmentation de l'effet de serre dû à l'humanité, d'accord, pour voir ce que différentes trajectoires d'émissions produisaient sur la température moyenne. Vous voyez, on change le climat parce qu'on brûle des fossiles, des hydrocarbures, donc la trajectoire d'émission se traduit ensuite sur une trajectoire de température, c'est une évolution de la température. Et donc on a demandé, ils se sont mis d'accord entre eux, parce que le GIEC ne fait pas de recherche, hein. Le GIEC ne fait pas de recherche. Il ne fait que faire la synthèse des articles qui ont été publiés pendant les 5 dernières années. Mais, parmi ces articles, eh bien, les gens ont joué ce jeu-là, on leur a dit, voilà, on voudrait que, en 2100, vous calculiez les trajectoires d'émissions de telle sorte qu'en 2100, la contribution anthropique, c'est-à-dire due à l'humanité, l'augmentation de l'effet de serre due à l'humanité, vaille une valeur fixée à l'avance. Donc, ces valeurs, elles sont là. C'est 2,6, 4,5, 6 et 8,5. Alors, qu'est-ce que signifient ces chiffres ?
Eh bien, je vous ai montré, quand je vous ai expliqué l'effet de serre, que quand on augmente la concentration en gaz à effet de serre, il y a un déséquilibre qui s'introduit entre l'énergie qui entre et l'énergie qui sort. C'est une énergie par seconde et par mètre carré. Parce que ça arrive sans arrêt. Donc, de l'énergie qui arrive sans arrêt, ça se mesure en unité de puissance, c'est-à-dire des watts, et puis par mètre carré. Énergie par mètre carré et par seconde. Et alors, les gens ont joué le jeu, ben voilà, on voudrait que ce déséquilibre entre ce qui entre et ce qui sort soit en 2100 de 2,6 watts par mètre carré, à 20 km d'altitude, ou bien 4,5 watts par mètre carré, ou bien 6 watts par mètre carré, ou bien 8,5 watts par mètre carré. Donc, ça veut dire que, on émet tant qu'on peut, aucune politique climatique, on émet, et puis ensuite, on essaye de restreindre un peu, donc on a des trajectoires comme ça, ou bien alors, on essaye d'avoir une trajectoire, le 2,6, c'est pour avoir une trajectoire qui ne dépasse pas les 2 degrés, qui, traduite en termes de température, donne pas plus que 2 degrés. On a demandé aux gens de calculer, on leur a dit, voilà, on veut que le déséquilibre en 2100 soit ça ou ça, et tracez-nous maintenant, avec vos programmes qui tournent, tracez-nous des trajectoires d'émissions de carbone, et puis dites-nous ce qu'il en résulte en termes de température. Vous voyez ? C'est ça la règle du jeu. Et les gens ont publié ça, et ça veut dire que, alors par exemple, prenons la trajectoire vertueuse, celle qui permettrait de rester en dessous de 2 degrés, eh bien, vous voyez que ça, c'est ce qui est émis chaque année. Si je trace une verticale comme ça, ça me dit combien j'ai émis cette année-là, et puis cette année-là, et puis cette année-là, et cette année-là. Et quand je fais la somme de tout ça, c'est-à-dire quand je regarde l'air sous la courbe, j'obtiens tout ce que j'ai le droit d'émettre pour ne pas dépasser les 2 degrés, puisque là, c'est 0. Donc ça donne le budget carbone, si vous voulez, auquel j'ai droit, si je ne veux pas dépasser les 2 degrés. Et quand on calcule ça, on met des chiffres, eh bien on s'aperçoit que c'est 800 gigatonnes de carbone, ce qui fait environ, quand on traduit en CO2, 900 gigatonnes de... alors non, oui, le budget total est de 800 gigatonnes de carbone, ce qui fait, traduit en CO2, quand je passe de carbone à CO2, donc il faut que je tienne compte du poids de l'oxygène, là. Donc ça fait en gros 3000 gigatonnes, milliards de tonnes de CO2, mais on a déjà émis 2000 dans le passé, donc il reste plus que 1000 à émettre, mais ça c'était en 2013, et comme on émet chaque année aujourd'hui c'est 36 milliards de tonnes de CO2, eh bien le budget il est plus petit que 1000. En fait il est aux alentours de 900 aujourd'hui. Et comme on émet, si on émet, disons, on émet un peu moins de 50, mais parce qu'il faut rajouter le méthane, etc., sur les 36 qu'on émet aujourd'hui. Donc, si on dit 50, ben, ça veut dire que en 18 ans, au taux actuel, le budget est épuisé. Vous voyez ? Donc, d'ici quelques 2 décennies, peut-être 3 décennies, etc., il faut avoir cessé d'émettre du carbone sous forme CO2. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on ne tiendra pas ça. Parce que les systèmes énergétiques ne fonctionnent pas à une échelle comme ça, où il y a un robinet, on peut éteindre. Parce que là, il faut se mettre à discuter un petit peu de ce que c'est que l'énergie, et ça me permet d'aller sur la 3e partie. Alors, maintenant, alors qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va discuter d'énergie maintenant. Et vous allez voir que on va apprendre aussi des choses, et notamment rétablir le lien entre l'économie et la physique. L'économie et les fondements matériels de l'économie. En s'interrogeant sur ce que c'est que l'énergie. L'énergie pour les économies, c'est un secteur d'activité dans lequel on convertit tout en dollars ou en euros, etc. Et c'est ce que fait l'économie, c'est-à-dire elle traduit tout en prix et après elle discute des prix. Mais la réalité matérielle qui est derrière a disparu, on a tout converti en prix. Et là, vous allez voir qu'on ne peut pas jouer à ça parce que sinon on ne peut pas faire de politique climatique qui se tienne. Alors, d'abord, vous voyez, entre 1973 et aujourd'hui,
Pétrole, charbon, gaz, ça varie un petit peu, les quantités en pourcents, etc. Mais la somme des trois, c'est toujours 80%. Donc on utilise des combustibles fossiles à 80%. Le nucléaire a augmenté entre 73 et là parce que ça a été les campagnes de construction en France, par exemple, le parc nucléaire, etc., aux États-Unis, au Japon, machin. Donc ça a augmenté, mais vous voyez, c'est quand même pas énorme. L'hydroélectricité est à peu près constante, la biomasse à peu près constante. Ça, c'est le milliard de gens qui se chauffent et font la cuisine en brûlant du bois. En gros, c'est ça. Et puis les autres, c'est-à-dire tous ceux dont on parle beaucoup, l'éolien, le photovoltaïque, etc., c'est ça. Vous voyez ? Et il faut arrêter d'utiliser ça et puis utiliser ce qui est non carboné. Vous voyez ? Donc c'est pas de la tarte. Hein. Et en non carboné, en pourcentage, le plus important aujourd'hui, c'est la biomasse, 52%, un peu plus de 52%. Le nucléaire, c'est 25%. L'hydroélectricité, 13%. Et puis les autres, le solaire, l'éolien, les déchets, tout ce que vous voulez, etc., la biomasse, c'est moins de 10%, c'est autour de 10%. D'accord ? Et on veut combiner ces trucs-là pour remplacer les 80% de combustibles fossiles. Alors, voilà. Donc maintenant, on va revenir à ce que c'est que l'énergie. Alors, on parle de l'énergie comme si c'était une chose. On en a, on n'en a pas, on l'achète, il y a un marché de l'énergie, on la produit dans des centrales, etc. Donc on fait comme si c'était un objet, enfin quelque chose de matériel, quoi, quelque chose qu'on produit et qu'on consomme. Bon. Alors, l'énergie, c'est pas ça. On vit pas d'énergie. On vit de transformer la matière. Tout ce qu'on a autour de nous, regardez autour de nous, ça, les images, les machins, les trucs, c'est des matériaux qui ont été transformés pour satisfaire des usages. On produit des biens et des services en transformant de la matière pour vivre. Ça, c'est la première constatation qui est absolument fondamentale. On ne vit pas d'énergie, on ne vit pas d'argent, on ne vit pas de... etc. On vit de transformer la matière. Maintenant, transformer la matière, eh bien, je vais prendre un exemple. Voici un trousseau de clés de Toyota, mais si c'était une Renault, ce serait la même chose. Donc, je laisse tomber. Ça perd de l'altitude, ça gagne de la vitesse. J'ai changé l'état du monde. Puisque j'ai changé, c'est une transformation physique dans laquelle je change la distance entre cet objet et le centre de la Terre et je change son état de vitesse. Donc l'état du monde a changé. Pourquoi il perd de l'altitude ? Pourquoi il gagne de la vitesse quand il perd de l'altitude ? Eh bien, parce que il y a l'attraction entre toute masse attire toute masse, c'est la gravitation universelle, donc il est attiré. Et puis, on sait depuis Newton, 1784, que quand on exerce une force sur un objet, son état de vitesse change. En gros, on a compris ce qui se passe. Très bien. J'ai pas eu besoin du vocabulaire de l'énergie. Je ne vous ai pas parlé d'énergie. Mais on comprend quand même ce qui se passe. L'énergie, elle intervient, le vocabulaire de l'énergie, intervient quand on pose une question un petit peu vicieuse, qui est, ou curieuse, disons, pas de vice, vraiment, à moins que la curiosité soit un vilain défaut, y a-t-il un rapport quantitatif entre la perte d'altitude et le gain de vitesse ? Est-ce que je peux établir une relation entre la perte d'altitude et le gain de vitesse ? Alors, la réponse est oui, et ça s'exprime sous la forme d'une relation mathématique qui est que le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur par la perte d'altitude, MGH, comme on dit à l'école, est égal à 1/2, pas un tiers, 1/2 fois la masse multipliée par le carré de la vitesse. Il y a une relation quantitative entre les deux. MGH égale 1/2 de MV2. Je perds de l'altitude, je gagne de la vitesse, mais il y a quelque chose qui est égal entre les deux, c'est ce MGH égale 1/2 de MV2. Donc, c'est tellement inattendu d'avoir une relation comme ça entre deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisque c'est la position relative de ça et du centre de la Terre, et de l'autre côté, l'état de vitesse de ce machin-là, que là, comme pour toutes les choses importantes, on va inventer un concept. On va mettre des mots là-dessus. Et le MGH, on va dire, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, et l'autre, c'est associé à l'état de mouvement de l'objet, on va appeler ça l'énergie cinétique. Et on va dire,
la perte d'énergie potentielle est compensée par un gain d'énergie cinétique, et on exprime la grande loi de la physique qui s'appelle la conservation de l'énergie. J'ai perdu quelque chose, j'ai gagné quelque chose, les deux sont égaux. Et l'énergie, c'est ça. C'est un concept qui permet de mettre des chiffres sur les transformations de la matière. Parce que M, je peux le mesurer, G, je peux le mesurer, H, je peux le mesurer, donc c'est un chiffre qui est égal à un autre chiffre qui est 1/2 fois la masse fois le degré de la vitesse. D'accord ? Est-ce qu'il y a une relation de causalité ? Alors, oui, alors qu'on exprime de différentes façons, suivant qu'on fait de la physique classique ou de la relativité, etc., mais peu importe. Oui, on dit c'est la force qui est responsable du changement d'état de l'objet. Donc c'est l'exercice de la force qui est responsable de la perte d'altitude. Donc il y a une causalité, c'est la gravitation, la force de gravitation qui est responsable du changement de vitesse. Alors, maintenant, des transformations de la matière, eh bien, c'est des choses plus sophistiquées que ça, mais c'est toujours des trucs comme ça. On change les positions des objets, on change leur vitesse. Une centrale hydroélectrique, j'ai un grand réservoir là-haut dans la montagne, avec une grande masse d'eau que je vais faire passer à travers des canalisations, donc elle va perdre de l'altitude. Donc je vais avoir du MGH au moment où il y a les turbines, 1000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Et comme elle gagne de la vitesse, cette vitesse, je vais m'arranger pour la transférer à une turbine que je mets en rotation. Et puis ensuite, j'ai un système électromécanique qui fait bouger des électrons dans un conducteur. Mais l'énergie électrique que je récupère là, elle est directement reliée à l'énergie potentielle de gravitation. Donc vous voyez que mettre des chiffres sur les transformations de la matière, et c'est sans arrêt des transformations qui ont lieu, hein, puisque j'ai perdu de l'altitude, j'ai mis en vie, ça, tu vois. Eh bien, mettre des chiffres sur les transformations, ça permet de dimensionner les systèmes énergétiques, puisque l'énergie du mouvement des électrons dans le conducteur est directement reliée au potentiel que j'avais là-haut de MGH. Donc je peux dimensionner les trucs. Mais maintenant, pour faire le lien avec l'économie, donc, on ne fait que ça, transformer la matière. À chaque transformation de la matière, la physique sait faire correspondre un bilan énergétique. Comme ça. Ça peut être une transformation chimique, une transformation nucléaire, une transformation électromagnétique, tout ce que vous voulez, mais ça revient toujours à ça. On est capable de faire, avec les théories physiques, on est capable de dire ce que ça a enclenché comme énergie. Donc c'est un nombre. Mais maintenant, les économistes, à partir de ces transformations de la matière, il faut une autre comptabilité. Ils calculent un PIB. Puisque le PIB, c'est la somme des flux monétaires sur un an associés à la production des biens et des services. C'est ça le PIB. Mais produire des biens et des services, c'est transformer la matière. Ces mêmes transformations dont j'ai pu faire un bilan énergétique. Donc vous avez ce dont nous vivons, les transformations de la matière, qui donnent naissance à une double comptabilité, et donc le passage de l'un à l'autre, c'est un simple changement d'unité. C'est comme d'avoir une longueur et de la mesurer en centimètres ou en inches. Si je trace des longueurs mesurées en inches ou en centimètres, l'une en fonction de l'autre, je vais obtenir une relation linéaire. C'est un simple changement d'unité. Eh bien, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Sur 60 ans d'évolution mondiale, là vous avez le PIB mondial en milliards de dollars constants. On est un peu au-dessus là-bas, le dernier point. Donc on est aux alentours de 80 000 milliards de dollars, le PIB mondial. Et puis là, vous avez la consommation d'énergie, mais non pas exprimée en dollars, exprimée en quantité physique, en millions de tonnes équivalent pétrole. Eh bien, vous voyez que, voilà, vous avez des fluctuations, bien sûr, parce que c'est pas directement une loi de la nature, puisque vous avez un PIB, donc il y a des choses, le PIB, il n'est pas toujours très bien calculé. Si par exemple, le prix des appartements en France, il augmente. Donc ça fait grossir le PIB, mais il n'y a pas plus de...
de matière transformée, c'est purement artificiel. Donc il y a des choses qui sont comptées dans le PIB qui devraient pas l'être, il y a des choses qui sont pas comptées dans le PIB et qui devraient l'être. Tout ce qui est travail gratuit ou volontaire, ou etc., c'est des transformations de la matière qui ne sont pas comptées dans le PIB, puisqu'il n'y a pas d'expression monétaire. Donc, il y a des fluctuations, etc., mais vous voyez que c'est quand même remarquable d'avoir sur un facteur 6, ou 7 ou 8, dans le PIB mondial, vous avez une relation de ce genre. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, alors je peux l'exprimer de façon un peu dramatique pour vous, de cette façon-là, nous utilisons à 80% des combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. C'est notre source d'énergie qui permet de faire du PIB. Autrement dit, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, faire du PIB, c'est dérégler le climat. Et tant que les gens ne raisonnent pas, tant que les politiques ne raisonnent pas et ne s'expriment pas par rapport à nous en des termes pertinents, c'est-à-dire faire du PIB, ok, mais avec quelle source d'énergie? Si c'est des énergies qui sont à 80% des énergies fossiles, faire du PIB, c'est dérégler le climat. Est-ce qu'on veut faire ça? Non. Donc, qu'est-ce qu'on met en branle pour substituer aux énergies fossiles qui sont extraordinaires? Elles sont concentrées, elles se transportent facilement, l'essence, le pétrole, tout ça, etc. C'est un truc extraordinaire. Donc, bon, voilà, comment on fait pour... Mais en tout cas, dire qu'on va faire du PIB comme ça et qu'il faut faire du PIB parce que sinon, eh bien, on ne peut pas rembourser les dettes, on ne peut pas résorber le chômage, etc., etc. Tout ça, c'est peut-être vrai, d'ailleurs, je pense que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est pipeau. Je veux dire, donc, on ne met en place aucune politique climatique si on dit que ça. Alors, le concept maintenant, c'est de regarder l'énergie dans les yeux, si j'ose dire, ce concept qui permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière. Donc les systèmes énergétiques. Donc qu'est-ce que c'est une source d'énergie, en fait? Une source d'énergie, c'est un système naturel, enfin, voilà, un élément de nature, auquel on va faire subir une série de transformations qui, au passage, nous permettent d'obtenir des biens et des services. D'accord? Bon. Alors, par exemple, du pétrole. Dans un litre de pétrole, si je fais brûler un litre de pétrole, il y a 10 kWh. Et si moi, avec mes petits bras et mes petites jambes, etc., je passe ma journée à bosser, je vais fournir, on pourrait le calculer, je vais fournir 0,5 kWh. Et je serai crevé à la fin de la journée. 0,5. Dans un litre d'essence, il y a 20 fois plus. Ça coûte 1,50 €. Donc, vous voyez, l'énergie, elle est infiniment disponible, enfin pas infiniment justement, mais elle est vraiment très disponible. On a été capable de mobiliser des sources d'énergie qui sont des centaines de fois plus intenses que les petits bras et les petites jambes que nous avons, y compris les animaux à l'époque où dans l'agriculture on utilisait des animaux. Oui, c'est des centaines de fois. Et le niveau de vie que nous avons, il reflète ça. C'est qu'on a été capable de mobiliser des sources d'énergie qui représentent pour chacun d'entre nous, bébés et vieillards compris, des centaines d'esclaves énergétiques. Vous voyez? C'est-à-dire des systèmes et des machines, donc, qui travaillent à notre place, qui font le boulot, et qui le font de façon des centaines de fois plus intensive qu'on est capable de le faire, nous, avec nos petits bras et nos petites jambes. D'accord? C'est ça, les sources d'énergie, et c'est ça le niveau. Alors, maintenant, pour comprendre les systèmes énergétiques, je vais poser un certain nombre de concepts, et puis on ira plus ou moins dans le détail, mais il faut avoir une vision, je crois, conceptuelle, et on peut tout à fait l'avoir. La première notion, c'est la notion de IROI. IROI, ça veut dire, parce que Energy Return on Energy Invested, en français, ça dirait taux de retour énergétique, mais l'acronyme, ça serait TRE. Et alors, TRE, c'est pas joli. Donc, on garde IROI. Alors, l'IROI, c'est quoi? C'est... oui, vous avez du pétrole dans le sol, vous voulez sortir du pétrole, parce qu'il y a de l'énergie là-dedans. Alors pour ça, il faut dépenser de l'énergie, parce qu'il faut faire un trou, il faut le bétonner, il faut amener les camions, il faut avoir des ouvriers, il faut les nourrir, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils viennent là, etc. Donc vous devez investir de l'énergie pour en sortir.
Si pour sortir un baril de pétrole, vous avez besoin de l'équivalent d'un baril de pétrole, vous pouvez juste vous asseoir dessus et le regarder. Donc, une quantité qui est importante, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, c'est-à-dire pour une certaine dépense d'énergie, pour une unité d'énergie dépensée, combien je récupère d'énergie. Au début du XXe siècle, quand on dépensait en équivalent énergétique un baril de pétrole, on en récupérait 100. Maintenant, c'est aux alentours de 30. Les sables bitumineux, c'est moins de 10, du Canada, de l'Alberta, etc. Parce que les sources les plus abondantes, qui avaient le meilleur pétrole, etc., ont déjà été exploitées, et donc le taux de retour énergétique diminue. Mais il faut regarder cette quantité-là pour toutes les sources qu'on a à notre disposition. Donc il faut regarder ça pour le pétrole, mais pour l'éolien, pour le solaire photovoltaïque, pour le solaire à concentration, pour le nucléaire, pour l'hydraulique, etc. C'est une quantité importante à considérer. Bon. Ensuite, il faut faire la distinction entre énergie et puissance. Dans les journaux, on voit que les journalistes, y compris ceux qui écrivent des choses sur les sciences, ne font pas toujours la distinction entre l'énergie et la puissance. On peut s'imaginer ça comme l'énergie, c'est ce que vous avez dans le sol, les énergies de stock, disons, c'est un stock que vous avez et puis vous en prélevez. Donc c'est comme si vous aviez un réservoir et un robinet avec un débit. Donc l'énergie, c'est ce qui est dedans, et le débit, c'est-à-dire la quantité d'énergie par seconde que vous êtes capable de sortir, c'est de la puissance, c'est des watts. Le premier, c'est des joules ou des kilowattheures, et l'autre, c'est des watts. Donc il faut distinguer ces choses-là, et vous allez voir que ça, c'est important. Il y a, alors, notion très importante, les énergies de stock et les énergies de flux. Les stocks, c'est ce que la Terre a produit depuis qu'elle existe. C'est le pétrole, le gaz, le charbon, ça a mis des centaines de millions d'années à se constituer, c'est de la biomasse morte, enfouie, transformée par des effets de température et de pression à l'intérieur du sol, et puis on sort ça, et on le brûle. Et puis l'uranium aussi, qui est une ressource fossile, c'est-à-dire c'est au moment de la formation du système solaire, et même de la dernière supernova, enfin bon, c'est de l'astrophysique. Donc il y a un stock fini, et bien nous on prélève. Un stock, ça veut dire que c'est épuisable, parce que ça se reconstitue, mais à une échelle extrêmement lente, c'est des dizaines et des centaines de millions d'années. Donc, pour nous, c'est comme si c'est un stock fini, épuisable. Mais, on le maîtrise. On maîtrise le flux. On peut ouvrir le robinet, un peu plus. On creuse, on en tire plus. D'accord ? Bon. Donc, ça, c'est stock. Les flux, c'est tout ce qui paraît très séduisant, c'est-à-dire c'est le vent, le soleil, la géothermie, les courants marins, etc., tout ce qui est a priori sympa, sauf que on ne maîtrise pas les flux. C'est-à-dire la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre, c'est énorme, mais elle est donnée, et je ne peux pas maîtriser ça. Je ne peux pas contrôler les nuages. Donc, et je ne peux pas contrôler la nuit et le jour. Et l'expérience montre qu'il n'y a pas de soleil la nuit, donc je ne produis pas d'électricité avec du photovoltaïque la nuit. Donc, vous voyez, c'est inépuisable à l'échelle humaine, mais je ne contrôle pas les flux. D'accord ? Il n'y a pas de bouton dans le soleil qui permet de changer l'énergie qui nous arrive de lui. Et puis, il y a un autre problème avec ce qu'on appelle donc les énergies renouvelables, c'est que prenez l'exemple du soleil et du vent, par exemple. C'est renouvelable au sens, d'ailleurs, c'est pas renouvelable, c'est inépuisable. Inépuisable. Mais c'est inépuisable pour se bronzer avec une petite brise dans les cheveux. Mais si de cette énergie solaire, je veux en faire de l'électricité, ou du vent, je veux faire de l'électricité, il faut des matériaux. Et ces matériaux, c'est des stocks qui sont dans la Terre. C'est de l'acier, c'est du cuivre, c'est des matières plastiques, etc. C'est du béton. Et si vous regardez les quantités de matériaux pour produire 1 kWh, en comparant, ce qui ne fait pas toujours plaisir, 1 kWh produit avec du nucléaire ou 1 kWh produit avec de l'éolien ou du photovoltaïque, eh bien, avec de l'éolien et du photovoltaïque, il faut entre 5 et 20 fois plus de matériaux qu'avec du nucléaire. Donc, ce qui est renouvelable, vous voyez, dire que ce sont des énergies renouvelables, c'est un peu mettre ce qui ne va pas sous le tapis, quoi. C'est cacher les trucs qui vont sous le tapis. Parce qu'en termes de matériaux,
c'est beaucoup plus demandeur, ces choses-là. Donc c'est bien, c'est décarboné, mais leur IROI, en plus de ça, est pas extraordinaire, et surtout il y a un problème de matériaux qu'il faut discuter avec ça si on veut les mettre en place. Ensuite, source concentrée, source diluée, ben justement, pourquoi, alors qu'est-ce que c'est cette notion? Ben c'est quelle quantité de matière il faut que je transforme pour produire 1 kWh. Eh bien justement, avec ce qu'on appelle les renouvelables, il faut, c'est ce que je viens de vous dire, remuer entre 5 et 20 fois plus de matière que pour produire le même kilowattheure avec du nucléaire, par exemple. Donc il y a des sources qui sont concentrées et des sources qui sont diluées. L'intermédiaire, ben, c'est justement les combustibles fossiles, c'est de la chimie, si vous voulez. Dans un cas, c'est des réactions nucléaires qu'on fait, donc c'est extrêmement concentré. Il y a beaucoup d'énergie qui sort par unité de masse. Intermédiaire, c'est les combustibles fossiles. Et puis les autres qui sont des énergies extrêmement diluées. Dans le vent, il faut des grandes quantités de vent pour récupérer de l'énergie. Et pour le solaire, c'est pareil, il faut des grandes surfaces. Voilà. Ça mobilise de grandes surfaces. Ensuite, source pilotable, source intermittente, ben, c'est un petit peu la conséquence. Ça produit pas la nuit. Le vent, je le commande pas non plus. Je peux pas souffler à l'oreille d'Éole pour lui dire souffle, parce que j'ai besoin d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait un soir d'hiver où il n'y a pas de vent? Donc, ça pose le problème du stockage. Est-ce que je peux stocker? C'est-à-dire, quand j'ai trop, est-ce que je peux mettre quelque part pour ressortir quand j'ai pas assez? Donc, c'est le problème du stockage. Et puis, voilà. Donc, d'un côté, on a les sources intermittentes, c'est-à-dire, je ne contrôle pas. Donc, j'ai de l'électricité pas à la demande. Autrement dit, si je veux que le TGV démarre à 8h le matin, ben je peux pas faire ça avec du photovoltaïque. Parce que le matin, il n'y a pas encore suffisamment de soleil pour faire démarrer le TGV. Donc, comment je fais? D'accord? Donc, voilà, donc c'est le problème du stockage de l'énergie. Alors, bon, je pense que je ne vais pas tout dérouler, parce que ça finirait par être un peu trop long. Alors, juste, comme je vous ai déjà montré ce petit oiseau, les oiseaux, ils connaissent l'IROI. Energy Return on Energy Invest, ils ne parlent pas anglais, mais ils connaissent l'IROI. Les oiseaux, ils ont ce problème-là, c'est qu'ils sont petits et ils sont à sang chaud. Alors, ils sont à sang chaud, donc il faut qu'ils maintiennent leur température. Et leur température, ils maintiennent par le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont ils transforment chimiquement à l'intérieur ce qu'ils mangent. Mais ils sont petits, donc le volume par rapport à la surface est relativement petit. Si vous prenez un éléphant, le rapport surface-volume pour un éléphant, il est beaucoup plus petit que pour un oiseau. Donc l'oiseau, il va avoir tendance à perdre de l'énergie, il perd de l'énergie par la surface, il la fabrique dans son volume, mais quand son volume est petit, eh ben, il faut qu'il bouffe sans arrêt. Les oiseaux, ça bouffe sans arrêt. Un oiseau, ça mange entre 20 et 30% de son poids par jour. Vous voyez, 20 à 30% de son poids, et puis il faut qu'il digère vite aussi. Il faut qu'il mange 20, mais qu'il digère vite. Donc il y a un métabolisme qui doit s'adapter à ça. 20 à 30%, vous voyez, ça veut dire que moi, par exemple, il faudrait que je mange 20 kilos par jour de nourriture. Et j'ai compté seulement 20%. Hein. Si je compte 30%, c'est un peu plus. 20 kilos de nourriture par jour. Vous voyez. Donc, c'est ça. Il faut qu'il mange sans arrêt parce qu'il perd, c'est-à-dire, il perd beaucoup d'énergie, quoi. Donc, pour rester... Alors, et puis, il faut qu'il survive, c'est-à-dire qu'il reste à sa température qui est un peu plus élevée que la nôtre. J'ai oublié un peu quelle est la valeur. Combien? 38. 38? Comment vous savez ça? C'est une spécialiste des oiseaux. C'est vrai? Oui. Ah, formidable. D'accord, mais quand même 38. Amateur, mais précis. Donc, ils ont les plumes pour garder le chaud. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, ils s'aident avec ça, ouais. Oui, d'accord. Mais quand même, hein, les plumes, elles sont exposées à l'air, donc il y a bien une perte d'énergie là. Et puis, il ne faut pas que seulement ils se maintiennent à cette température, mais il faut qu'ils aient de l'énergie pour battre des ailes, pour construire un nid, pour se reproduire, et puis aussi pour chanter, parce que chanter... Oui, pour nourrir leurs petits, donc tout ça. Donc vous voyez, ils sont tangents, quoi. Ils ont un taux de retour énergétique qui n'est pas très élevé, donc il faut qu'ils aient un métabolisme extrêmement fort, quoi.
l'éléphant. Bon. Donc les oiseaux ils connaissent ça, et nous il faut qu'on connaisse aussi ce taux de retour énergétique. Donc si vous regardez par exemple les principales sources d'énergie, eh bien, alors ça je vais vous lire, c'est le solaire photovoltaïque. Alors ici c'est Leroy exprimé en temps pour, c'est-à-dire 10 pour 1, une valeur 10 ou 20, disons 20, ça veut dire que j'investis 1, je récupère 20. D'accord ? Bon. Eh bien, le solaire photovoltaïque il est en dessous de 10. La biomasse est petite aussi, le vent est un peu au-dessus, le solaire à concentration il est là, les centrales à gaz c'est aux alentours de 28, 30, etc. Le charbon c'est aux alentours de 30, l'hydraulique est aux alentours de 40, et puis le nucléaire est aux alentours de 75. Bon, alors voilà. Donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Énergie puissance, bon ça c'est des exemples, on va passer là-dessus. Bon ça aussi, c'est pour dire que on a, ça c'était pour dire voilà où c'est une autre façon de ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire c'est la consommation suivant les différentes sources d'énergie, donc le charbon, le pétrole, le gaz, l'hydraulique. Ensuite l'hydraulique, ensuite le nucléaire, et puis les nouvelles, hein, elles sont là. Et puis ça n'a cessé d'augmenter, quoi. Donc jusqu'à présent, si vous voulez, à chaque fois qu'on trouvait une source d'énergie nouvelle, elle venait se rajouter aux précédentes, mais il n'y a jamais eu ce problème de substitution qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut substituer des sources d'énergie qui sont vachement pratiques, qui sont pas chères, par des trucs qui sont à l'heure actuelle très peu, quoi. Donc comment faire ça? Comment substituer? On n'a jamais fait ça. Alors, stock flux, ça je vous ai déjà décrit ça. Alors là, il y a un truc important qui est, puisqu'on a dit que les énergies de stock, elles sont épuisables, est-ce qu'on peut avoir une idée de quand est-ce qu'elles vont s'épuiser? Oui, quand c'est épuisable, il faut se poser la question, jusqu'à quand j'en ai? Et quand c'est inépuisable, mais je ne contrôle pas les flux, ben, il faut savoir quels sont les flux, quelles sont les caractéristiques de ces flux, puisque je ne peux pas agir dessus. Alors, on peut jouer à essayer de faire des projections dans le futur pour le charbon, qui est la courbe noire, le pétrole et le gaz. Et ça, c'est en milliards de tonnes équivalents par an, ce qu'on extrait aujourd'hui, en fonction du temps. 1950, 2000, 2050, 2100, 2150. Alors comment on fait ça? En fait, c'est des petits exercices qu'on peut faire assez simplement sur un tableur Excel. Il faut aller frapper à la porte du géologue du coin et lui demander combien il y a de charbon dans le sol exploitable, combien il y a de gaz, combien il y a de pétrole. Bon. Donc il vous donne un chiffre, il va vous dire je sais pas, ou je sais un peu, ou je sais beaucoup, etc. Donc il y a des incertitudes, mais il va vous donner des chiffres. Donc, par exemple, des chiffres moyens à peu près qu'on trouve dans la littérature, c'est 900 milliards de TEP de charbon, 400 milliards de TEP de pétrole et 300 gigatep de gaz. Et avec ça, compte tenu de ce que nous extrayons aujourd'hui, donc ça c'est les points là, on en est à peu près là, on peut essayer de faire un modèle qui vous dit, si j'exploite tout ce que je peux exploiter, donc pas de politique climatique, etc., j'extrais tout ce que je peux extraire, il y a un moment où ça va aller à zéro, de toute façon, puisque c'est épuisable. Donc on peut faire des modèles, et quand on fait des modèles, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Le pétrole, le pic du pétrole, on l'a déjà atteint en 2006, et ça, l'AIE, enfin, l'Agence internationale de l'énergie, l'a confirmé récemment. Le charbon, son pic est aux alentours de 2030, et le gaz, c'est un peu décalé. Mais pour les trois, vous voyez que 2100 est ici, on aura passé le pic vers le milieu du siècle, et que, donc, après, on va avoir un problème pour continuer à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, parce que la demande, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, machin, et que la ressource, comme elle est épuisable, il y a un moment où elle va s'épuiser. Donc, on a ça, on a ce problème, vous voyez, dans la deuxième moitié du siècle, ça c'est la courbe qui est la somme des trois, donc ça c'est ce qu'on sera capable d'extraire, avec des hypothèses, bien sûr, il y a des incertitudes et tout, etc., mais il y a un vrai problème. On ne peut pas considérer que
comme Jean-Baptiste Say le faisait en 1803, dans son traité d'économie politique, il écrivait, noir sur blanc, « Les ressources étant infinies, on ne peut ni les augmenter ni les diminuer, donc elles ne font pas partie de la théorie économique. » Jean-Baptiste Say, un des fondateurs de l'économie politique, macroscopie, 1803. C'est en toutes lettres, vous pouvez retrouver ça sur Google. Les ressources sont infinies. Alors, qu'ils disent ça en 1803, bon, d'accord, pourquoi pas, c'était pas ça le goulot d'étranglement, sauf pour l'agriculture, parce qu'ils se rendaient compte quand même que la terre, c'est pas extensible à l'infini. Mais sur les ressources, il semblait que c'était pas un facteur limitant, quoi. Mais aujourd'hui, vous voyez, continuer à faire que les ressources, on s'en fout du point de vue de la théorie économique, ça va pas. Oui, donc il faut considérer que, ben, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas... alors, ça, c'est les ressources fossiles, donc on va remplacer par d'autres. D'accord. Mais vous voyez que ce n'est pas un petit détail. Parce que compte tenu du lien entre l'énergie et la production de biens et de services, si vous avez ça, aujourd'hui on a tout ça pour fabriquer les biens et les services, si on se retrouve ici, on ne peut pas maintenir les niveaux de vie. On n'a pas de quoi fabriquer autant de biens et de services, autant de voitures, autant d'appartements, autant de tout ce que vous voulez, autant d'hôpital, autant de concerts, autant de cinéma, etc. Donc il y a un vrai problème. Indépendamment de toute politique climatique qui voudrait qu'on ne sorte pas une grosse partie de ce qui est là. Parce que là, on change le climat de la planète. Alors, est-ce que je vous parle de ça ou pas? Voilà. Ça, c'est pour distinguer... donc, donc on se pose la question de substituer aux sources d'énergie fossile des trucs non carbonés. Donc, non carbonés, il y a le solaire photovoltaïque, l'éolien, le nucléaire, etc., un certain nombre de choses comme ça. Alors, concernant l'éolien, et ça c'est pour bien illustrer la différence entre énergie et puissance, et ce que ça veut dire que d'avoir des flux qui ne sont pas sous notre contrôle, c'est-à-dire un bouton où je peux produire de l'énergie quand j'en ai besoin. Sur l'éolien, on sait bien que pour que ça produise de l'énergie, il faut qu'il y ait du vent. Du vent, il n'y en a pas tout le temps. Bon, donc s'il y a du vent, je produis, s'il n'y a pas de vent, je ne produis pas. Oui, mais je risque de ne pas produire au moment où j'en ai besoin. Vous voyez, le type qui est en train de... le chirurgien qui est en train d'opérer, etc., l'éolien s'arrête, il n'y a plus de lumière. Donc il faut quelque chose. Alors, l'idée de bon sens, c'est de dire, il suffit de coupler des champs d'éoliennes à travers l'Europe, d'abord à travers le pays, et puis à travers l'Europe, et puis il y a toujours du vent quelque part. Donc s'il n'y a pas de vent ici, il y a du vent ailleurs, et donc en couplant et en augmentant les échanges interfrontaliers, etc., je vais résoudre le problème de l'intermittence de l'éolien. Alors c'est une idée de bon sens, et il se trouve qu'elle est fausse. Et cette courbe-là vous le montre. Chaque jour, je relève sur le site de la European Wind Association la quantité d'énergie qui a été produite, enfin éolienne, produite à travers l'Europe. Tous les pays d'Europe. Chaque point, c'est une journée. Ça fait, ça c'est une courbe moyenne à peu près, donc qui vous donne l'alternance des étés et des hivers. Donc l'été, il y a peu de c'est là, et puis l'hiver, c'est là. Et alors, donc chaque point, c'est une journée, c'est un peu plus de... Ça fait 1 an et demi que je me suis amusé à ça. Et donc voilà, il y a y compris les données d'avant-hier. Je me suis arrêté avant-hier. Et vous voyez que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce sont les fluctuations de la production. Donc, si vraiment l'idée, il y a toujours du vent quelque part, était ce qui se passe, j'aurais une espèce de moyenne. J'ai pas de vent ici, j'ai du vent là, puis tout ça, ça se moyenne, il y a quelque chose de plat comme ça. Vous voyez. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Quand il y a du vent quelque part, il y en a partout. Quand il n'y a pas de vent quelque part, il y en a nulle part. C'est ça la caricature de la situation. Et ça, en fait, vous le voyez chaque soir à la télévision. Parce que quand vous avez le bulletin météo, vous voyez bien que les grandes structures
de pression, dépression, etc., elles font des centaines de kilomètres. Ça veut dire qu'en Europe, vous avez un régime de vent dominant qui est du nord vers le sud, et puis après, vous avez quelques régimes locaux, comme le Pays Basque, la vallée du Rhône, etc., et quelques régimes de vent un peu localement, qui font que, quand vous obtenez un minimum, c'est pas zéro. Donc il y a un petit effet de Moyen-Âge comme ça, mais il y a quand même un régime de fluctuation qui est très important et qui pose un problème parce que oui, je vais vous détailler ça, puis après peut-être qu'on s'arrêtera et puis qu'on discutera. Parce que c'est un problème très très important. Vous voyez, l'électricité, si on arrive à la fabriquer de façon décarbonée, c'est super. Parce qu'il y a plein d'usages qu'on peut électrifier. On peut électrifier des voitures, on peut électrifier, dans l'industrie ça a déjà été fait, mais dans l'agriculture on peut réfléchir aussi à électrifier un certain nombre d'usages, etc. Et si on est capable de faire de l'électricité décarbonée, on a gagné. D'accord ? On peut faire des pompes à chaleur au lieu d'avoir du fuel dans les maisons. Les pompes à chaleur, ça fonctionne avec de l'électricité. Et donc on diminue, tac, du même coup, l'utilisation du fuel pour le chauffage. Et le chauffage, c'est 30% des émissions de CO2 en France. Donc il y a plein de pistes comme ça dans lesquelles il faudrait avoir de l'électricité décarbonée. Alors, un réseau électrique, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que, où est-ce qu'il y a un bouton ? Ça, c'est un bouton électrique. Voilà. Vous voyez ? J'ai appuyé là, il y a eu de la lumière. C'est quand même extraordinaire. On ne réfléchit pas, on n'y pense plus. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de la lumière ? Comme on ne sait pas stocker l'électricité, ça ne se stocke pas, c'est un mouvement d'électrons. Comment voulez-vous stocker un mouvement d'électrons ? Donc, le réseau électrique, il fonctionne de telle sorte qu'à chaque instant où qu'on soit, la production équilibre la demande, puisqu'on ne stocke pas. Mais comment les gestionnaires de réseaux électriques en France, ils savent que j'allais appuyer sur ce bouton ? D'ailleurs, moi, je ne le savais même pas. Donc, comment ils savent ? Et comment ils font pour que, quelque part, il y ait un ou deux noyaux d'uranium qui fissionnent et qui permettent de faire de l'électricité. Donc, c'est bourré d'intelligence. Les réseaux électriques, c'est un système extraordinaire. Vous voyez ? Ils n'ont pas besoin de savoir exactement. Et il y a des mécanismes qui répondent à l'échelle de la seconde, de la fraction de seconde. Et puis ensuite, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent à l'échelle de la minute, puis ensuite de l'heure et de la journée. Et puis finalement, il y a des gens qui manipulent des trucs, et puis qui ouvrent des vannes, etc., etc. Mais vous voyez, c'est des systèmes qui doivent être capables de répondre comme ça à chaque instant. Alors, maintenant, si vous avez des sources comme ça qui sont fluctuantes, eh bien, comment on gère les fluctuations ? Et ça varie très vite du jour au lendemain. Vous avez des montées brutales comme ça, etc. Alors, aujourd'hui, comment fait le système ? Eh bien, on va passer ça. Je vais essayer de trouver... Voilà. Voilà, ça c'est la consommation sur une journée d'électricité en France, c'est le mercredi 9 janvier. Donc ça c'est le 0 heure, ça c'est 24 heures, ça c'est le pic de 19 heures, et ça c'est les couleurs, c'est les différentes sources d'énergie qui produisent l'électricité en France. Donc vous savez que c'est presque 80% de nucléaire, donc le jaune c'est le nucléaire, ensuite vous avez l'hydraulique, et puis vous avez un peu de gaz et un petit peu de charbon, et puis un peu de solaire et d'éolien. Alors, vous voyez qu'il y a des fluctuations. Ça bouge un peu. Il y en a moins la nuit, évidemment, on dort, on se réveille, on prend le café, on va bosser, on rentre, et puis il y a le pic de 19h, et puis ensuite on va se coucher. Le nucléaire, vous voyez qu'il produit de façon à peu près constante. Et le pic de 19h, vous voyez que ce pic-là, eh bien, il est assuré par l'hydraulique. C'est lui qui suit, vous voyez, il suit la courbe de la demande. Donc il s'adapte à la demande, l'hydraulique. Et puis après, il y a un peu de gaz et de charbon, mais qui ne varie pas beaucoup, vous voyez. Tandis que l'hydraulique, vous voyez qu'il a doublé entre là et le pic de 19 heures. Donc, le réseau électrique français, il a été conçu comme ça dans les années 80.
70-80, quand on a installé le parc de centrales nucléaires. On a dit, voilà, le gros sera fourni par le nucléaire, et ensuite les fluctuations de la demande sont gérées par l'hydraulique. D'accord ? Maintenant, si vous installez des sources qui ont l'avantage de décarboner, mais dont vous ne contrôlez pas les flux, comment vous allez gérer les fluctuations ? Là, les fluctuations, c'est de l'ordre de 10%. Vous voyez, entre le minimum et le maximum ici, c'est 10% de la demande. Et ça, c'est géré donc par l'hydraulique. Les fluctuations du solaire ou de l'éolien, prenez l'exemple du solaire. La fluctuation du solaire, c'est entre 0 la nuit et ce que vous avez installé en plein midi. D'accord ? Donc, c'est pas 10% de fluctuation, c'est une fluctuation infinie, en quelque sorte, puisque c'est 0 la nuit et quelque chose le jour. Donc c'est une grosse fluctuation. Si vous mettez de l'éolien, je vous ai montré la courbe qui fluctue. Et elle fluctue entre quelques pourcents de la puissance installée et puis 50, 60, disons 60% de la puissance installée. Donc c'est des fluctuations énormes aussi. Et donc ça, c'est le problème de ces sources décarbonées, intermittentes, dont on ne contrôle pas les flux. Comment gérer les fluctuations ? Ça pose le problème du stockage, mais aujourd'hui, on ne sait pas stocker de grandes quantités d'énergie pour une raison de physique fondamentale que je ne vais pas vous expliquer maintenant, sauf si vous me posez la question après. Mais on ne sait pas stocker de grandes quantités d'énergie et on ne le saura pas. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui limite la pénétration, le taux de pénétration de ces renouvelables intermittentes dans le réseau, c'est que, au-delà de, disons, 30%, 35%, quelque chose comme ça, eh bien, ça pose des problèmes de gestion des fluctuations de ces sources. Et si on en met trop, on risque des blackouts. Parce que si on n'est pas capable de répondre à la demande ou d'absorber une production excédentaire, eh bien, le système disrupte. Donc, voilà. Donc, vous voyez, si vous pensez avec les concepts que je vous ai indiqués, c'est-à-dire stock, flux, pilotable, intermittent, concentré, dilué, etc., vous avez tout de suite des bonnes questions à poser. Vous voyez, quand vous lisez un article de journal, etc., pourquoi il ne parle pas de ci, pourquoi il ne parle pas de ça, comment, etc., comment il gère ce truc, et les gens qui font des scénarios énergétiques, il y a plein de gens qui font des scénarios énergétiques. Il y a des associations, il y a les gouvernements, il y a les producteurs d'énergie, etc., tout le monde fait. Mais ce n'est pas un exercice académique. C'est-à-dire que quand vous faites de la science, enfin quand vous produisez quelque chose, vous écrivez un papier, ce papier il n'est pas publié tel quel. Il va être envoyé à une revue, cette revue va l'envoyer à des pairs qui sont du domaine et qui vont évaluer la qualité du papier. C'est-à-dire, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ça fait bien référence à l'état des connaissances passées ? Est-ce que c'est intéressant et on publie tout de suite ? Est-ce que c'est intéressant mais il faudrait corriger tel et tel truc, machin, etc. Ou alors, est-ce que ça vaut pas tripette et puis on ne le publie pas ? Et donc, quand un papier est publié, c'est pas juste le papier des auteurs, si vous voulez. C'est un papier qui est passé à travers le crible des pairs, des gens qui en connaissent autant que vous et qui valident ou pas. Pour les scénarios énergétiques, il n'y a pas ça. C'est pas une discipline académique, donc les gens, ils écrivent ce qu'ils veulent, en fonction de leurs propres intérêts, souvent. Et il y a souvent des hypothèses cachées, et c'est difficile de les lire. C'est difficile d'aller les trouver, parce que, voilà, elles sont pas tout à fait explicitées. Et une des choses qui est souvent mal décrite, où on peut y passe rapidement, c'est justement la gestion de ces fluctuations des sources intermittentes. Alors, le dernier point que je veux vous montrer, il y a plein de trucs que je ne voudrais pas montrer, mais c'est pas grave. Alors, voilà, c'est ça. Comment ? Oui. Non, mais parce qu'il y a un moment où il faut... faut laisser un tout petit peu de temps pour la discussion, et puis voilà. Mais il y a plein d'autres choses, évidemment. Je vous avais dit que j'avais plein de choses à vous raconter et que je ne vous raconterai pas tout. Donc, mais vous aurez le PowerPoint, et si vous voulez me poser des questions, vous avez mon adresse, donc vous pouvez m'écrire.
Et puis il y a des choses aussi dans les... Il y a 3 livres, il y a des livres qui sont là, des livres de chroniques, un peu de science, ça ne peut pas faire de mal, dans lesquels c'est des petites chroniques de 5-6 pages sur différents types de sujets, dont des sujets de l'énergie-climat qui sont là, que vous avez là. Puis il y a une pièce de théâtre aussi qui est en mode prêt. Alors, le dernier truc que je voulais vous montrer, justement sur les scénarios mondiaux, c'est un élément de scénario mondial, c'est pour les sources qui ne sont pas émettrices de carbone, autres que le nucléaire, c'est-à-dire tous les renouvelables, quel est l'état des lieux en 2016 et qu'est-ce qu'on peut estimer en 2050? Alors, compte tenu du fait qu'il y aura une demande d'énergie qui sera là à cause de l'augmentation de la population, à cause du fait que les émergents émergent, que les pauvres seront moins pauvres, etc., etc. Donc, la bonne unité pour réfléchir à ce truc-là, c'est le milliard de tonnes équivalent pétrole. Peu importe ce que c'est une unité d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes 16,7 milliards et nous consommons 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole. 13,7. On va augmenter de 3 milliards d'individus, avec les développements, etc. Donc, si on regarde un petit peu, en partant de tout à fait ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire les évaluations des catégories de population, P1, P2, P3, leur niveau de consommation, machin, etc., en fait, la demande, vers le milieu du siècle, ça sera aux alentours de 20. On a 13,7, ça sera aux alentours de 20. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'hydro, la biomasse, le solaire, la géothermie, l'éolien? Aujourd'hui, l'hydroélectricité, c'est presque 1 gigatep, 1 gigatep. La biomasse, le bois, donc c'est les gens qui se chauffent avec du bois, etc. Ils font la cuisine avec du bois, c'est à peu près équivalent à l'hydroélectricité, 0,9. Les biocarburants, on en fait un peu, mais pas beaucoup. Et puis, si on regarde le solaire, alors thermique, photovoltaïque à concentration. Thermique, ça veut dire qu'on met des tuyaux sur le toit et puis on chauffe, on a de l'eau chaude avec ça, on en fait très peu aujourd'hui. Photovoltaïque, on fait ça, pas beaucoup. Solaire à concentration. La géothermie, on en fait très peu, mais parce que le flux géothermique, l'énergie qui sort, la puissance qui sort de la Terre, c'est pas beaucoup, quoi, sauf aux endroits où les failles océaniques affleurent la surface, mais sinon, le flux géothermique, il est très faible. Et l'éolien, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Au total, on est à 2,3 en 2016. Ça varie beaucoup, hein, ça augmente rapidement, etc. Ça, l'éolien, ça augmente. Mais voilà où on en est, 2,3 sur 13,7. En 2050, on peut imaginer doubler les barrages. Pas en Europe, parce que la plupart des sites ont déjà été aménagés. Mais en Amérique latine, en Afrique, en Asie, il y a des projets de gros barrages. Le barrage des Trois Gorges, c'est 27 gigawatts. C'est colossal, ça fait 20 EPR pour un seul barrage. Donc on peut imaginer de doubler ce que l'hydraulique fera. Les biocarburants, doubler, c'est vraiment une limite supérieure. Si vous discutez avec des gens de l'INRA et qui vous disent on va doubler la consommation d'énergie sous forme bois, à cause des intrants, des surfaces que ça mobilise, etc., doubler, c'est vraiment un extrême. Les biocarburants, on peut en faire un peu, là j'ai multiplié par 15, mais on ne peut pas en faire beaucoup parce que les biocarburants, c'est extrêmement demandeur en surface et c'est en compétition avec l'alimentation. Donc on ne peut pas en faire beaucoup. Le solaire, un facteur 15, ça se développe très rapidement, donc on peut en faire. Donc on prend un facteur, on regarde les associations qui s'occupent de ça à l'échelle mondiale, et puis on regarde ce qu'ils prévoient comme augmentation. Voilà, ça donne ça. Le thermique, on n'en fait pas, on peut en faire un peu, c'est cher, mais on peut en faire. Solaire à concentration, c'est cher aussi, on peut en faire, on n'en fait quasiment pas, donc voilà. La géothermie, on n'en fera pas, ça sera jamais énorme, même si on en fait beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que le flux géothermique, encore une fois, il est très faible. Il est 0,1 watts par mètre carré, alors ce qui arrive du soleil, c'est 160, donc c'est pas comparable. Et puis l'éolien, un facteur 10, c'est à peu près ce que les gens prévoient à l'échelle de 2050. Donc le total, ça fait 8,9. C'est moins de 10 en tout cas. Et il faut aller à 20. Alors on pourrait y aller avec des fossiles, ou une partie de fossiles. De toute façon, il y aura encore des fossiles en 2050. Donc aujourd'hui, on a... sur les 13,7, on a à peu près 11 de fossiles. On pourrait diviser par 2, par exemple, les fossiles, ça fait 5. Donc on est à 9, 5, 14, il manque 6.
Et comment on fait? Alors, il y a des gens, à partir de là, il y a une bifurcation dans les scénarios que vous voyez. Ou bien, il y a des gens qui disent, ben, on ne peut pas se passer du nucléaire, c'est plutôt mon point de vue, on ne peut pas se passer du nucléaire, si on veut décarboner et avoir quand même des sources d'énergie, et des gens qui disent, décroissance, raide, et on diminue tout. Mais, la question que ça pose, c'est la question de l'acceptabilité et des conséquences sociales d'une diminution drastique de l'énergie, compte tenu du fait que, comme vous avez vu, avoir de l'énergie, c'est produire des biens et des services. Ne pas avoir d'énergie, diminuer par 2, c'est diviser par 2 les biens et les services. Et donc, est-ce que vous allez demander à un Chinois ou un Indien, d'ailleurs il ne vous écoutera pas, de diviser par 2 sa consommation d'énergie? Est-ce que vous allez demander à Trump de diviser par 2 sa consommation d'énergie? Il ne tweete pas. Il va dans le fond de son truc, il sort un flingue et il vous tire dessus. Donc, voilà, là, à partir du moment où on a tous ces éléments-là, eh bien, on peut commencer à regarder les aspects sociaux, politiques, etc., enfin, tous les trucs qui comptent, quoi, qui déterminent la façon dont nous vivons les uns avec les autres, ou quelquefois les uns contre les autres. Comme disait Sacha Guitry, contre, tout contre. Merci de votre attention.